Bonjour à tous. Bonjour à tous dans cette session du Printemps de l'économie consacrée à l'inflation et parrainée par l'INSEE. Bonjour à tous ceux qui sont dans l'hémicycle et également à ceux qui nous suivent en ligne. Je salue avec plaisir les élèves des lycées de Nantes, de Versailles et même de Kuala Lumpur. Voilà. Alors je suis Nicolas Carnot, directeur des études et des synthèses économiques à l'INSEE. Donc j'ai le grand plaisir d'animer cette session sur l'inflation, qui est vraiment un thème d'actualité aujourd'hui, mais qui est aussi un des grands thèmes de la macroéconomie. Alors on sait que l'inflation a beaucoup varié selon les périodes historiques, selon les expériences nationales. On l'avait un peu oublié dans nos économies. Il n'y avait guère eu d'inflation depuis 30-35 ans. Et puis, elle a ressurgi brutalement, ce qui soulève dans la vie quotidienne de chacun. Chacun peut en faire l'expérience concrète, et vous les premiers. Alors, pour les économistes, puisqu'on est quand même au printemps de l'économie, l'inflation soulève tout un tas de questions. Je pense que d'abord, il s'agit de préciser de quoi on parle. Qu'est-ce que c'est l'inflation et puis comment on la mesure. Surtout, l'analyser ensuite. Qu'est-ce qui explique cette résurgence des prix et quelle est sa nature? Est-ce qu'elle est simplement temporaire? Et puis, bien sûr, puisque ce printemps est sous le signe de l'action et des politiques, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qui reste à faire? Voilà un certain nombre de questions sur lesquelles on va pouvoir échanger avec vous ce matin et bénéficier de l'expertise de nos trois intervenants. Alors je les présenterai au fur et à mesure de leur présentation initiale. Ils vont chacun parler une dizaine de minutes et puis après on aura des échanges. Donc je commence par Christelle Collin qui est à ma droite. Bon, Christelle, on se connaît. Hein, tu travailles à l'INSEE, tu as enchaîné les postes dans la statistique publique et puis tu es actuellement donc directrice des statistiques démographiques et sociales et bien placée pour nous parler d'inflation puisque tu diriges notamment, entre autres, la mesure des prix. Alors, c'est bien sûr là-dessus que je voudrais commencer avec toi. Définis-nous un peu l'inflation et surtout comment l'INSEE, comment on mesure cette inflation. Il y a souvent pas mal de questions là-dessus. Je te laisse la parole, Christelle. Merci, bonjour à toutes et à tous. Donc c'est vrai que mon propos va porter essentiellement sur et vous expliquer un petit peu ce qu'on entend par inflation, comment on la mesure en France et surtout ce qu'il y a derrière, ce que recouvrent les chiffres que l'on entend, que l'on lit très régulièrement dans les médias, pour que vous puissiez avoir un peu plus d'appréhension de la façon dont ils sont construits et de la manière de les utiliser. Donc pour mesurer l'inflation, on construit un indice des prix. Donc en France, c'est l'INSEE qui, chaque mois, calcule l'indice des prix à la consommation et son évolution, que l'on regarde souvent sur un an, et c'est le chiffre de l'inflation que l'on retient. Vendredi dernier, le 31 mars, l'INSEE a publié le chiffre provisoire de l'inflation pour le mois de mars et donc indiqué qu'en mars 2023, l'indice des prix à la consommation a augmenté de 5,6% sur un an. Ce qui est beaucoup, comme Nicolas l'a indiqué, nous sommes dans des périodes de forte inflation que l'on n'avait pas connues depuis les années 80, grosso modo. Alors ce chiffre de plus 5,6% en mars sur un an, c'est l'évolution du prix d'un panier, c'est le mot qu'on emploie, un panier de différents produits et services qui sont représentatifs de la consommation des ménages. Donc ce panier, il doit couvrir tous les pans de la consommation des ménages. Des choses très courantes comme l'alimentation, bien sûr, ce qu'on appelle des biens manufacturés comme les vêtements, l'électroménager, les voitures, etc. Mais aussi les loyers, des services, les repas au restaurant, les assurances, la coupe chez le coiffeur, etc. Donc ce panier qui est utilisé pour calculer l'indice des prix à la consommation, bien sûr, il ne peut pas comprendre tous les produits et services qui existent, qui sont innombrables, mais donc on suit un échantillon de milliers de produits
qui sont regroupés en gros dans 1000 familles de produits. Et ce panier, au cours d'une année, on suit toujours les mêmes produits, sauf quand des produits disparaissent et qu'on doit les remplacer. Mais chaque début d'année, on revoit la composition du panier pour l'adapter aux évolutions de la structure de consommation des ménages. Pour vous donner un exemple, en 2022, on a introduit les trottinettes électriques dans le panier. En 2023, on a ajouté la baguette tradition. Il y avait déjà la baguette ordinaire. Voilà. On a fait aussi revenir... Oui, c'est ça. En 2023, on a aussi remis dans le panier les disques vinyles qui étaient sortis il y a un certain nombre d'années. Et à l'inverse, par exemple, en 2023, on a fait sortir les rognons de porc, qui sont beaucoup moins consommés. Alors, dans ce panier, chaque famille de produits, elle n'a pas le même poids, bien sûr. Et donc, chaque famille de produits compte pour un poids qui correspond à sa part dans la consommation des ménages. Donc, chaque année, on revoit aussi ces poids, toujours pour tenir compte de l'évolution de la structure de consommation des ménages. Par exemple, dans les véhicules automobiles, le poids des véhicules électriques augmente au fil des années. Donc ça, on a constitué le panier, on sait comment on va pondérer chaque produit. Ensuite, il faut bien sûr récupérer les prix. Donc chaque mois, il faut récupérer les prix pour tous les produits que l'on suit. Donc ces données de prix, elles viennent de différentes sources. Tout d'abord, il y a des relevés qui sont faits dans des magasins ou sur les marchés. Donc on a 260 enquêteurs et enquêtrices de l'INSEE qui réalisent chaque mois environ 150 000 relevés de prix. Donc avec leur tablette, peut-être un jour vous croiserez un enquêteur ou une enquêtrice de l'INSEE dans un magasin qui fait ses relevés de prix. Donc il est important de continuer à faire des relevés sur le terrain, sur les marchés, dans les petites supérettes, etc. Parce qu'il faut couvrir tous les modes d'achat, tous les lieux d'achat. Depuis 2020, on utilise aussi une autre source de données qui s'appelle les données de caisse. Donc, les données de caisse, comme leur nom l'indique, elles viennent en fait du passage en caisse, quand vous passez en caisse dans les enseignes de la grande distribution, Auchan, Leclerc, Carrefour, etc. Et donc, dans ces données, on récupère le prix et le volume vendu pour tous les codes barres. Enfin, un article est identifié par un code barre. Donc là, on est vraiment dans le domaine des big data, parce qu'environ 80 millions d'enregistrements sont reçus chaque jour à l'INSEE, qui couvre environ 8000 points de vente dans toute la France. Donc aujourd'hui, on n'utilise pas encore les données de caisse pour suivre tous les produits qui sont vendus dans les hypermarchés, supermarchés, mais on utilise ces données pour suivre les prix de l'alimentation industrielle, les pâtes, les yaourts, etc., les produits d'entretien et hygiène beauté. Et donc pour ces produits, on ne fait plus de relevés dans les magasins. On utilise directement les données de caisse. Vous vous doutez également qu'on fait aussi des relevés sur Internet, avec le développement de la vente sur Internet. Donc soit on va chercher unitairement le prix, par exemple, d'un lave-vaisselle, etc. Soit on a aussi des relevés en masse par des robots qui font ce qu'on appelle du web scrapping ou du moissonnage, pour employer un mot plus français. C'est par exemple ce que l'on fait pour aller chercher les prix des billets de train. Et puis, pour terminer, on collecte aussi des tarifs de manière centralisée, par exemple du gaz, de l'électricité, ou on utilise des données de la sécurité sociale pour suivre le prix des produits de santé. Donc avec toutes ces données, les prix des produits, le poids, on peut calculer un indice des prix à la consommation chaque mois et son évolution, et c'est ce qui permet d'avoir l'inflation. Donc quand on dit un indice des prix à la consommation, en fait, chaque mois, l'INSEE diffuse environ 260 indices avec des niveaux assez fins, et ça permet de voir pour quel type de produit les prix augmentent le plus ou le moins. Par exemple, si on prend entre février 2022 et février 2023, parmi les plus fortes hausses, on trouve que le prix du sucre a augmenté de 49%, le gaz de 34% ou le beurre de 24%. Donc j'essaie de vous expliquer assez rapidement comment on construit l'indice des prix à la consommation, donc comment on calcule l'inflation. Et pour que vous puissiez bien utiliser ces chiffres, je voudrais insister sur deux, trois choses qui me paraissent importantes. La première, qui est souvent source d'incompréhension, c'est qu'un indice des prix mesure l'évolution des prix à qualité constante, à caractéristiques techniques constantes. Ce qui fait que lorsqu'il y a des progrès technologiques,
en fait, ça fait des baisses de prix, enfin des baisses d'indice des prix. Par exemple, c'est le cas pour les smartphones, les ordinateurs, etc. Les nouveaux modèles, ils ne coûtent pas moins cher que les précédents, mais ils rendent un service plus important. Ils apportent une utilité supérieure et à utilité constante, ils coûtent moins cher. Donc il y a des méthodes assez complexes pour pouvoir identifier dans ces évolutions de prix, notamment quand par exemple un modèle de smartphone est remplacé par un modèle de smartphone plus important, pour décomposer ce qui relève de l'évolution de la qualité et ce qui relève de ce qu'on appelle l'évolution de prix pur. Un autre point important, c'est que le chiffre global d'inflation, bien sûr, c'est une moyenne. Donc on nous dit souvent, mais c'est juste la moyenne, et il n'y a personne en France qui n'a la structure de consommation que vous utilisez pour l'indice des prix. C'est vrai. Je pense qu'il n'y a personne en France qui a cette structure de consommation. Voilà. Mais voilà, puisque par exemple, il y a des produits que certaines personnes ne consomment jamais. Le tabac, par exemple, il pèse pour 1,8% dans l'indice des prix, mais il y a des personnes qui ne fument pas. Et donc, c'est important aussi de ne pas regarder que cet indice moyen, mais aussi de regarder à quelle inflation sont exposées les différentes catégories de ménages. Et c'est d'autant plus important dans la période actuelle d'inflation forte et où l'inflation est particulièrement forte sur l'alimentation et l'énergie. Et donc, on voit qu'il y a des catégories de ménages qui sont plus touchées que d'autres. Par exemple, l'inflation récente, elle est plus élevée que la moyenne pour les ménages les plus âgés, pour ceux qui vivent dans des communes rurales ou dans des petites villes, ou encore pour les ménages aux plus faibles revenus. Cela vient en particulier du poids du gaz ou du fioul dans les dépenses des ménages âgés, du poids des dépenses de carburant dans les ménages ruraux, pour les ménages ruraux, ou du poids des dépenses des produits alimentaires pour les ménages les plus modestes. Donc, la moyenne, évidemment, elle est claire, elle donne un indicateur macroéconomique important, mais c'est important aussi de regarder de manière plus fine à quelle inflation sont exposées les différentes catégories de ménages. Troisième point, c'est que, comme son nom l'indique, l'indice des prix à la consommation, il porte sur la consommation. Pour le logement, ça veut dire qu'on prend en compte les loyers, les charges, les dépenses en énergie pour le logement, les petits travaux d'entretien, mais on ne tient pas compte des achats de logement. On achète un appartement ou une maison. C'est de l'investissement et non de la consommation. L'INSEE publie par ailleurs des prix, enfin des indices de prix qui permettent de voir de combien augmentent les prix des logements neufs ou anciens, mais c'est autre chose. Et puis le dernier point que je souhaitais souligner, c'est que l'inflation calculée via l'évolution de l'indice des prix à la consommation, elle mesure l'évolution des prix. Elle ne dit pas quelle est l'évolution du pouvoir d'achat. Pour avoir l'évolution du pouvoir d'achat, il faut regarder aussi l'évolution des salaires, des revenus, et voir si les salaires ont augmenté plus ou moins vite que l'inflation. Et donc, le calcul de l'inflation, il dit uniquement l'évolution des prix. Voilà. Donc, je terminerai en disant que, vous l'avez compris, pour calculer l'inflation, il faut beaucoup de données, des gros programmes informatiques, beaucoup d'intelligence humaine aussi, c'est une grosse machine. Et je voulais souligner que l'importance d'avoir en tête ce qu'il y a derrière ces chiffres. Si vous voulez poursuivre, je vous renvoie à une série de vidéos qui s'appelle « L'essentiel sur l'inflation avec l'INSEE » qui ont été produites par Datagora. Vous avez aussi des quiz sur l'inflation sur l'application INSEE Mobile. J'en profite pour faire de la publicité. Il existe une application INSEE Mobile. Et il y a aussi sur le site INSEE.fr un simulateur d'indice des prix personnalisé qui permet de paramétrer et de calculer votre inflation en fonction de votre structure de consommation. Merci. Super, vraiment. Merci beaucoup, Christelle, d'avoir donné toutes ces informations en 10 minutes, hein, d'avoir... de façon très riche et peut-être d'ailleurs que ça suscite dans votre esprit déjà des questions d'approfondissement. Donc commencez à y réfléchir dès maintenant pour que dans une vingtaine de minutes, vous puissiez poser des questions courtes à nos trois intervenants. Je me tourne, maintenant qu'on a expliqué comment on mesurait l'inflation, je me tourne vers Céline Antonin. Alors Céline, donc toi tu es chercheur, tu es... à l'OFCE, l'Observatoire français des conjonctures économiques. Tu es également enseignante, hein, notamment à Sciences Po et puis à la Sorbonne.
Voilà, tu as énormément de travaux de renommée déjà. Et tu vas, je crois, nous parler de cette inflation qu'on a aujourd'hui, de ce qu'il faut en penser, du diagnostic finalement. Hein. Est-ce qu'elle est temporaire ou pas? Elle a l'air de plus l'être vraiment. Ou est-ce qu'elle est à contrer justement? J'aimerais bien que tu nous parles un petit peu de ça, s'il te plaît. Merci. Merci Nicolas et puis merci Christelle. Donc je vais essayer d'enchaîner de façon harmonieuse sur toutes les riches informations que tu nous as données. Donc bonjour à tous. Alors effectivement, c'est une question qui est très difficile à trancher. Je pense qu'on est actuellement un peu au milieu du gué, donc il est difficile d'avoir un diagnostic définitif, mais je vais quand même essayer de vous donner quelques éléments de réflexion sur cette question. Alors je vais articuler un petit peu mon propos en 3 temps. Donc d'abord pour vous parler des mécanismes de l'inflation et de la dynamique récente de l'inflation, donc qu'on observe. Ensuite vous dire que l'inflation, à mon sens, c'est quand même un phénomène qu'il faut essayer de contrer, et je vous donnerai quelques raisons pour lesquelles je pense que c'est important. Et enfin, on parlera de la réponse budgétaire qu'on peut apporter à l'inflation, qu'on a apporté à l'inflation, et Guillaume reviendra plutôt sur la réponse d'ordre monétaire. Donc je commence avec les mécanismes de l'inflation et la dynamique récente de l'inflation. Alors, il faut quand même se rappeler que les causes de l'inflation actuelle, c'est avant tout la crise de la Covid, qui a engendré, alors je ne vais pas refaire un historique, mais qui a engendré vraiment une désorganisation des chaînes de production à l'échelle mondiale, avec effectivement un choc aussi inflationniste sur l'énergie. Donc on l'a vu, et ce choc inflationniste sur l'énergie s'est transmis aux matières premières industrielles et agricoles. Et donc, voilà. Et on a eu aussi un choc d'approvisionnement. Tout cela a nourri l'inflation. Et enfin, on a eu par-dessus ça la guerre en Ukraine, qui a eu pour conséquence d'accroître encore la volatilité et la prime de risque sur certains marchés. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'on a d'abord eu une forte inflation énergétique, mais qui, dans certains pays, et notamment la France, a été limitée par un bouclier tarifaire. Et il faut souligner qu'en France, on a eu ce bouclier tarifaire, donc un plafonnement des prix du gaz et de l'électricité qui est intervenu très tôt. Donc, on a eu voilà, je vais vous commenter ce graphique, et on a eu ensuite, en fait, assez rapidement, un reflux des prix de l'énergie qui a été compensé par les prix de l'alimentaire. Ce que vous voyez ici sur le graphique, donc c'est l'indice des prix à la consommation que décrivait Christelle, par composante. En gris, donc vous voyez les prix de l'énergie, en bleu, la contribution des prix de l'alimentaire, en orange, les produits manufacturés, et en jaune, les autres, et donc essentiellement les services. Et ce que vous voyez, c'est que la zone grise, elle a décru en fait à partir du milieu de l'année 2022, parce qu'on a eu une moindre contribution de l'énergie à cette inflation et une augmentation de la contribution de l'alimentaire. Et on a surtout eu aussi une augmentation de la contribution des produits manufacturés, des services. Donc c'est-à-dire que l'inflation s'est peu à peu diffusée dans l'économie. Alors comment est-ce qu'elle se diffuse? Comment cette inflation qui est importée devient une inflation interne? C'est un peu tout le sujet. Donc il y a des mécanismes de transmission. Vous avez une transmission qui peut être directe. Quand vous avez par exemple l'énergie qui coûte plus cher, vous achetez du gaz ou du bois, à ce moment-là ça se transmet directement dans l'inflation. Les ménages achètent le bois, achètent le gaz, donc la transmission est directe. Vous avez aussi les consommations intermédiaires. Ça va jouer sur les consommations intermédiaires des entreprises. Je suis une entreprise, j'achète des biens intermédiaires dont le prix augmente. J'ai 2 choix, soit je baisse mes marges, et donc à ce moment-là, je ne répercute pas sur le prix final à la consommation, soit au contraire, j'ai des marges comprimées, et à ce moment-là, je ne peux pas les baisser, et donc c'est le prix final qui va subir l'augmentation, et donc le consommateur. Et vous avez un autre effet, qui est l'effet via les salaires, et donc on parle d'un mécanisme de boucle prix-salaire, donc pour parler justement de cet enchaînement entre l'inflation qui entraîne une hausse des salaires et qui elle-même va nourrir l'inflation, c'est-à-dire que vous avez des salariés donc, qui sont confrontés à une hausse généralisée des prix et qui vont demander des salaires plus élevés à leur employeur. Et donc, si les salaires augmentent, à ce moment-là, les entreprises, là aussi, vont répercuter une partie de cette hausse de salaire dans leur coût de production, enfin, en tout cas, ça va augmenter leur coût de production dans leur prix. Et donc, cette inflation va générer de nouvelles demandes de hausse de salaire. Et donc, vous voyez que vous avez un mécanisme de boucle qui est susceptible de s'enclencher. Et donc, c'est ce moment où on a l'inflation qui se diffuse et on a vraiment, enfin, on rentre dans un phénomène de spirale un peu inflationniste. Alors,
en plus, on peut se dire que ces effets peuvent se déclencher d'autant plus qu'on a déjà une indexation automatique de certains salaires. Le SMIC, par exemple, donc le salaire minimum interprofessionnel de croissance, donc le salaire minimum en France, il est indexé en partie, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, mais en partie donc sur l'inflation. Vous avez aussi les prestations sociales qui sont indexées. Donc vous voyez que vous avez des mécanismes qui peuvent contribuer au déclenchement de cette boucle prix-salaire. Et pour vous donner une idée, on est à peu près sur l'augmentation annuelle du SMIC en glissement annuel, donc on est à peu près autour de 8%. Donc sur la diapositive supplémentaire, ce que vous voyez, alors c'est deux indices, donc toujours en bleu l'indice des prix à la consommation et en orange ce qu'on appelle l'indice des prix à la consommation sous-jacent, c'est-à-dire qu'on a purgé de l'énergie et de l'alimentaire, et donc qui va notamment refléter ces questions d'indexation salariale, et donc cette question de la boucle prix-salaire. Et vous voyez qu'en France, on a eu vraiment une forte progression de cet indice, de cet IPC sous-jacent, et donc ça peut faire craindre effectivement qu'on ait ce phénomène d'inflation qui se généralise. Alors j'en arrive à la nécessité de contrer l'inflation. Donc étant donné ce contexte qu'on a décrit, pourquoi est-ce qu'il faut, après tout, contrer l'inflation ? Alors, d'abord parce que, et vous le ressentez bien en tant que consommateur, c'est une perte de pouvoir d'achat pour les ménages, en fait pour tous les ménages, et puis ça peut engendrer des difficultés pour les entreprises. On l'a vu, elles ont le choix de comprimer leurs marges, mais auquel cas ça veut dire moins d'investissement, et donc pour les consommateurs aussi. Donc, alors, ce qu'on peut voir donc, dans la diapo suivante, et après j'en terminerai avec... Voilà, alors je pense que vous ne voyez rien, mais je vais quand même vous commenter ce que vous êtes censé voir. Donc, ce que vous voyez ici, c'est que le choc inflationniste, en fait, va être très hétérogène, et Christelle l'a dit, donc je vais rapidement revenir là-dessus, selon les caractéristiques sociodémographiques. Donc, vous voyez que selon l'activité, par exemple, là, c'est l'écart à la moyenne, en fait. Donc, quand vous êtes en dessous, ça veut dire que vous avez moins d'inflation que la moyenne, et quand vous êtes au-dessus de la moyenne, ça veut dire qu'au contraire, vous avez davantage d'inflation que la moyenne. Donc, en fonction de l'activité, si vous êtes un actif occupé, par exemple, ou un chômeur, vous allez moins ressentir l'inflation que si vous êtes retraité. Et vous voyez que ça vient en bleu, que ça vient notamment de la contribution de l'électricité et du gaz. Fortement. Ce qu'a dit Christelle aussi, c'est que l'âge va beaucoup jouer. Donc quand vous êtes jeune, a priori, vous allez moins avoir les effets de l'inflation que quand vous êtes plus âgé, notamment retraité. Vous voyez que là encore, c'est l'effet de l'électricité et du gaz qui va primer, l'effet de l'alimentaire aussi. La catégorie socio-professionnelle va être également importante. Les agriculteurs sont beaucoup plus touchés que les cadres ou les ouvriers. Alors après, vous avez l'unité urbaine qui va également beaucoup compter. Et ce qui est quand même très notoire, et ce sur quoi je voudrais insister, c'est qu'en fait, le niveau de vie ne va pas tant jouer que ça. C'est-à-dire que les ménages de tous les niveaux de vie vont pouvoir subir l'impact de l'inflation. Et en fait, on va avoir plus de différences au sein d'un même quintile ou quartile de niveau de vie, c'est-à-dire au sein d'une même catégorie, donc les 20% par exemple de niveau de vie les plus bas. Vous allez avoir beaucoup de différences au sein de cet ensemble. En réalité, ça sera plus ça qui va primer, mais même des ménages assez riches peuvent subir justement ce choc inflationniste. Par ailleurs, il y a un autre effet négatif de l'inflation qui peut être une perte de compétitivité si on se compare aux autres pays, par exemple aux autres pays européens. Si vous avez un différentiel d'inflation. C'est-à-dire que si j'ai beaucoup d'inflation par rapport à mes partenaires, eh bien du coup, mes prix à l'exportation vont être plus élevés. Et donc, si je suis la France, par exemple, et que mes prix sont beaucoup renchéris par rapport à l'Allemagne, eh bien, je vais perdre des parts de marché. Et au contraire, si j'arrive à contenir mon inflation, à ce moment-là, je vais être plus compétitif à l'export et je vais gagner des parts de marché sur mes concurrents. Et enfin, il y a une dernière chose, c'est que je pense qu'il faut aussi contrer l'inflation pour éviter justement que cette spirale de boucle prix-salaire se mette en route. Alors comment on peut la contrer au mieux? Alors le sujet en lui-même demanderait un exposé à lui seul, mais je vais rapidement revenir sur la question du bouclier budgétaire. Donc la France a instauré des mesures d'urgence énergie, parmi lesquelles les remises carburant, le bouclier tarifaire dont je vous ai parlé, des aides ciblées aux ménages. Et donc, le montant de ces aides est un montant colossal, puisqu'on est autour de 100 milliards d'euros en fait, en 2 ans. Donc, et pourquoi le bouclier tarifaire semble une bonne idée? C'est parce que ça permet vraiment de juguler l'inflation dans l'œuf, c'est-à-dire la tuer, entre guillemets, avant qu'elle n'arrive à se généraliser et à déclencher cette fameuse boucle prix-salaire. Donc,
Il y a des vertus du bouclier tarifaire. On estimait par exemple que le différentiel d'inflation avec l'Allemagne, entre la France et l'Allemagne, qui était d'environ 2 points, s'expliquait en grande partie grâce à ce bouclier tarifaire qui avait été mis en place en France. Et donc, d'où l'intérêt de ce bouclier. Alors après, il y a peut-être juste un petit écueil de ce bouclier, et je voulais juste vous mentionner que la manière dont on l'a conçu, donc le fait que ce soit généralisé pour tous les ménages, c'est sans doute légitime, parce que comme je vous l'ai montré, l'inflation touche en fait tous les ménages, de tous les quintiles de revenus. En revanche, ce qui peut se passer, c'est que vous perdez le signal prix, ce qu'on appelle le signal prix, c'est-à-dire que quand l'énergie est subventionnée, par exemple, à ce moment-là, les ménages ne vont pas être incités à réduire leur consommation, par exemple en gaz. Et donc, on peut se dire que c'est un des écueils du bouclier tarifaire. Et l'initiative allemande de bouclier tarifaire est un peu différente de l'initiative française, puisqu'elle consiste à ne subventionner qu'une partie de la consommation passée. Donc par exemple, pour les ménages, on subventionne 80% de la consommation passée, et le reste est laissé au prix libre. Donc ça incite les ménages à réduire un peu leur consommation, donc ça permet de ne pas perdre ce signal prix. Mais à part cet écueil, je pense que des instruments comme le bouclier tarifaire sont quand même effectivement très utiles en amont pour arriver à juguler cette inflation. Et je n'en dis pas plus, et je laisse la parole à Guillaume notamment, qui vous parlera du policy mix optimal et avec la politique monétaire. Très bien, merci beaucoup. Je reprends juste 10 secondes là. Le micro. Merci beaucoup Céline de nous avoir éclairé à la fois sur la nature et puis d'avoir commencé aussi à aborder la question des instruments avec, je crois que c'est important de souligner notamment ce qui a été fait en France, mais un peu ailleurs aussi, ces mesures de limitation comme le bouclier tarifaire, effectivement, qui a joué un rôle important pour, en tout cas, lisser ou modérer la hausse des prix et éviter, dans une certaine mesure, l'enclenchement de spirales. L'histoire n'est peut-être pas encore tout à fait terminée. Alors, cette question des instruments, elle fait le lien, je pense, avec notre troisième intervention. Donc, j'ai le plaisir, là aussi, Guillaume Orny, qui est chef du service de recherche en économie financière à la Banque de France. Donc ça tombe bien parce que la Banque centrale, a priori, elle est en charge de la stabilité des prix. Elle peut être aussi en charge de la stabilité financière d'ailleurs, mais elle est en tout cas en charge de la stabilité des prix. C'est un des acquis majeurs. Alors, il faut remonter à 30-40 ans, l'indépendance des banques centrales et l'objectif de stabilité des prix. Alors donc on a envie un petit peu de te mettre la pression, Guillaume, et de dire il y a cette inflation, on comprend qu'il y a eu des chocs, etc. Mais que fait la Banque centrale? Est-ce que tu peux ou que peut-elle faire? Merci. Merci Nicolas pour cette introduction. Alors effectivement, la stabilité des prix de la Banque centrale, ça a été inscrit dans les traités européens parce que comme le disaient les intervenants prédécesseurs, le niveau des prix, c'est ce qui conditionne ce qu'on peut faire avec son salaire, ce qu'on peut acheter, ça conditionne les décisions d'investissement d'une entreprise, ses décisions d'emploi. C'est par rapport à l'évolution des prix qu'elle peut savoir si un investissement sera rentable ou si elle va décider de se lancer dans de nouveaux équipements ou dans des embauches. Donc cette variable-là est extrêmement importante et c'est pour ça que les banques centrales ont vocation à la stabilité des prix. La stabilité des prix, ça ne veut pas dire que les prix ne bougent pas. Ça veut dire que les prix évoluent à un rythme qui soit lent, stable et que les agents puissent anticiper sur l'horizon de leurs décisions économiques. Et les pics d'inflation qui ont été montrés précédemment ne correspondent pas à cette notion de stabilité des prix avec un niveau d'inflation bien supérieur à l'objectif qui est à 2% à moyen terme. Et comme le disait l'intervenant précédente, si cette inflation a pour origine des chocs avant tout externes, avec d'abord la crise Covid et puis ensuite l'invasion de l'Ukraine, cette inflation a changé de nature au cours des années précédentes. Elle est devenue de plus en plus autonome, de moins en moins externe, et la caractéristique auto-entretenue prend de l'importance au fur et à mesure que le temps passe, puisqu'on citait l'exemple tout à l'heure de l'augmentation des prix de l'énergie, de l'augmentation des prix des denrées alimentaires, et on s'aperçoit que les produits les plus dynamiques aujourd'hui sont plus des produits qui ne sont pas importés, qui sont fabriqués en domestique. Et ceci nous interroge sur la nature de l'inflation et sur la réponse à apporter. Donc la réponse de la Banque centrale, elle est structurée globalement en 2 étapes. Il y a une première étape qu'on peut caractériser comme étant la réponse apportée sur l'année 2022,
au cours de laquelle on a d'une part arrêté une grande partie, enfin on a arrêté toutes les mesures non conventionnelles qui avaient été mises en place au cours de la décennie précédente pour justement rehausser l'inflation d'un niveau qui était trop bas à cet objectif de 2% à moyen terme. Donc les achats d'actifs qui avaient été engagés notamment au titre de l'APP ou du PEPP ont été arrêtés. Et ensuite, à partir de l'été, on a commencé à augmenter les taux directeurs à 4 occasions, avec des hausses à chaque fois substantielles, 50 points de base ou 75 points de base à chaque fois, pour les ramener autour de 2% d'ici à la fin 2022. Pourquoi cette valeur de 2% est un seuil particulier ? C'est parce qu'il correspond à ce qu'on estime être le niveau du taux naturel. Donc, le taux naturel, c'est finalement le taux auquel l'inflation ni ne ralentit ni n'accélère. Si on fait la comparaison avec une automobile, ça correspondrait au point mort de la boîte de vitesse. On était, avant ce choc inflationniste, à des niveaux de taux qui étaient bien inférieurs au taux naturel, et donc l'urgence, c'était finalement de se rapprocher très rapidement de ce niveau d'équilibre pour arrêter toute accélération de l'inflation. Et c'est ça qui caractérise la vitesse des décisions et le rythme des décisions qui ont été prises en 2022. Et à partir de la fin de l'année 2022, on rentre en 2023 dans une autre période où on a dépassé le seuil du taux naturel et on rentre dans une phase de resserrement monétaire avec le principal taux directeur qui est aujourd'hui de l'ordre de 3%. Et à cette occasion, donc, on passe de ce qui ressemblait à une course de vitesse à finalement une course de fond, où l'important c'est aussi de savoir à quel niveau de taux on va arrêter de les augmenter, combien de temps nous allons y rester. Puisque la cible du taux naturel ayant été franchie, on est donc sur une zone où on pilote quelque part avec d'autres instruments, parmi lesquels on a tout particulièrement les anticipations d'inflation, l'inflation sous-jacente et la transmission de la politique monétaire, puisque les hausses de taux qui ont été effectuées en 2022 vont se répercuter à l'économie avec un délai. Il y a des délais de transmission à la politique monétaire, on estime qu'ils sont généralement entre 1 an et 2 ans, et donc le plein impact des décisions qui ont été prises au cours de l'année précédente ne vont se matérialiser qu'avec un décalage dans le temps. C'est pour ça que d'ici là, on a besoin de prendre des décisions néanmoins pour gérer l'inflation future, mais en pilotant avec des instruments qui sont la manière dont vont évoluer les anticipations d'inflation, l'inflation sous-jacente, et la manière dont vont se transmettre les décisions qui ont été prises au cours de l'année précédente. Alors, pour comparer peut-être avec la situation aux États-Unis, puisque la remarque est souvent faite sur la vitesse du cycle de normalisation en Europe avec celle aux États-Unis. Ce qui est à l'origine de la distinction dans la vitesse et l'ampleur de réponse entre les deux zones, c'est avant tout la nature du choc à laquelle elles sont confrontées. Le choc aux États-Unis est avant tout un choc avec une composante domestique plus importante qui se matérialise déjà en 2021 finalement à la sortie de la crise Covid, avec peut-être une reprise de l'activité qui a été plus forte, peut-être parce que les plans de relance étaient surdimensionnés, en tout cas plus importants que ce qu'on avait observé en Europe. Et donc la composante domestique aux États-Unis étant beaucoup plus importante, ça a justifié une réaction de la Fed beaucoup plus rapide avec des hausses de taux qui démarrent plus tôt et qui sont allées très vite à des niveaux élevés. La situation en zone euro, c'était très clairement montré par les interventions précédentes, comprend une composante extérieure plus importante qui est liée au prix de l'énergie dont nous sommes importateurs nets, à l'inverse des États-Unis. Et donc la réaction s'est faite au fur et à mesure que les composantes extérieures s'atténuent et que la composante domestique prend le relais dans la dynamique de l'inflation à laquelle nous observons. Et donc la suite de l'évolution de la réponse monétaire sera dictée par l'analyse qui est faite de la situation et de la réponse qui est adéquate pour ramener l'inflation à moyen terme à son niveau de 2%. Ce qui, dans les prévisions, se matérialise à l'horizon de la fin de 2024, courant 2025. Merci beaucoup Guillaume de ces éclairages. Alors, je pense qu'on va passer à une phase plus interactive. On a une vingtaine de minutes pour ça. Donc, vous avez eu des présentations donc, sur rapide, mais qui donne quand même pas mal de pointeurs sur la question de la mesure de l'inflation, peut-être même sa définition. Pourquoi c'est important de contrôler cette inflation et quelle est sa nature.
je ne sais pas si on a complètement répondu à la question de savoir s'il était temporaire ou durable, mais moi je continue un peu à me la poser. Et puis donc sur les instruments de réponse et ces délais d'action de la politique monétaire dont Guillaume a parlé. Alors, je me tourne un petit peu vers l'hémicycle. Est-ce que certaines d'entre vous ont déjà des questions? Je vois une première main qui se lève. Je ne sais pas comment ça fonctionne. Vous faites passer les micros, si vous plaît. On commence par vous. Oui, ça marche. Oui, la question que je voudrais poser est une question relative à la politique monétaire. En effet, au moment du quantitative easing, on a vu que le refinancement, le gonflement du crédit à l'économie n'a pas bien fonctionné directement et qu'il a fallu racheter soit à l'émission, soit sur le marché secondaire, des titres de dette qui ont été d'abord publics puis ensuite privés. Donc, est-ce que dans les ratios prudentiels, il n'y a pas un obstacle finalement à l'efficacité de la politique monétaire? Bien évidemment, on voit une antinomie entre la couverture du risque de crédit par les fonds propres et la capacité de prêt du système bancaire. Donc, n'y a-t-il pas un frein structurel dans l'augmentation finalement des ratios prudentiels, avec BAL 3 notamment, et auquel on rajoute le coefficient de liquidité? Alors, c'est évidemment une question pour toi, Guillaume. C'est assez technique. Je vais te laisser le soin d'y répondre. Je vous encourage vraiment, y compris les lycéens et lycéennes, à fendre l'armure et à poser une question même très très simple pour qu'on profite tous au maximum de cette session. Par la suite, réfléchissez-y vraiment. Et puis, pendant... vous voulez qu'on prenne... Oui, on peut prendre 2 ou 3 questions à ce moment-là et puis on fera les réponses à tour de rôle. Bonjour. Alors, vous avez évoqué le sujet du bouclier tarifaire qu'il fallait mettre en place en amont. Mais du coup, je me demande, est-ce que ça a un impact sur la dette publique, puisque c'est forcément corrélé, et du coup, qui va la payer, cette dette publique? Merci. Ah ben voilà une bonne question. Allez-y, s'il vous plaît. Oui, moi, ma question était un peu liée. En fait, ma question porte sur les effets de l'inflation sur les équilibres budgétaires, parce qu'on dit que l'inflation peut, à certaines conditions, réduire la charge de la dette, et en même temps, elle induit d'autres dépenses. Donc, quels sont les effets au global sur les finances publiques? D'accord, très bien. On va peut-être commencer par toi, Guillaume, si tu veux répondre à la première question, et puis, je sais pas, peut-être Céline après. Oui, qui est une question sur fondamentalement les interactions entre la politique monétaire et la stabilité financière. Alors, souvent, on a tendance à présenter les deux de manière un peu antinomique. Faut pas surjouer la tension entre la politique monétaire et la stabilité financière, dans le sens où c'est très difficile d'assurer la stabilité des prix lorsqu'il y a des crises financières. On a l'exemple de 2008 en tête, où la crise financière avait été suivie par une récession et des pressions déflationnistes très importantes sur les prix. Donc les deux ne sont pas contradictoires. Donc sur la manière dont a évolué la régulation. Les banques aujourd'hui telles qu'elles sont situées, enfin, les banques situées en zone euro font l'objet de la régulation de BAL 3, avec des critères de détention de couverture d'instruments à la fois contre le risque de taux à la hausse ou à la baisse, la détention d'actifs qui sont hautement liquides pour pouvoir être vendus en cas de besoin, de sorte à couvrir des dépôts par exemple. Et ce qui est une situation assez différente de la Silicon Valley Bank, par exemple, qui faisait l'objet d'une régulation beaucoup plus légère. Et les banques aussi en zone euro se distinguent de la Silicon Valley Bank par une base de dépôt beaucoup plus large aussi, et un dépôt de clientèle, donc des sources de financement qui sont beaucoup plus stables dans le temps. Donc à partir de là, on a toutes des raisons de penser que le système bancaire européen est beaucoup plus solide que la situation de la Silicon Valley Bank en tant que telle. Les banques européennes sont beaucoup plus capitalisées aujourd'hui qu'elles ne l'étaient à l'époque de la crise Covid. Et puis,
Par ailleurs, l'Eurosystème a montré au cours des années précédentes que s'il y avait besoin de créer des opérations de refinancement ponctuelles pour satisfaire les besoins de liquidité de certaines institutions de manière transitoire, on a tout à fait la possibilité de le faire en cas de besoin sans que cela porte préjudice pour autant à la politique de taux d'intérêt. Bien, on demandera à la sortie à tout le monde de faire un résumé, hein, bien sûr, pour vérifier que tout le monde on a eu 2 questions très intéressantes, je pense. Peut-être c'est toi, Céline, qui va en tout cas faire une première réponse. Il y en avait une, je crois que c'était la deuxième, en fait, sur l'inflation et l'effet sur les finances publiques et la dette. Et puis, l'autre question, c'était, mais ces boucliers, c'est bien, ça nous a protégés, mais ça coûte quand même. Alors, oui, tout à fait. Donc, merci pour ces questions là aussi intéressantes et en fait assez complexes parce que vous avez raison de le mentionner. L'inflation, je vais peut-être justement traiter un peu les deux en un. En fait, le bouclier tarifaire, effectivement, il va avoir un coût important. Donc, j'ai mentionné 100 milliards d'euros, ce qui est un coût quand même assez colossal pour les finances publiques. Et donc, on ne peut envisager ce genre de mesures que de façon très ponctuelle, parce que, effectivement, vous ne pouvez pas les envisager de façon pérenne, à moins de mettre en danger vraiment l'équilibre budgétaire. Et donc, ça inspire plusieurs réflexions. D'abord, qu'il faut sans doute que les pays et de vraies politiques contracycliques, c'est-à-dire qu'en dehors des périodes un peu exceptionnelles comme celles qu'on connaît aujourd'hui, il faut qu'ils aient la capacité à vraiment réduire leur endettement public pour pouvoir l'augmenter quand ça va mal. Et par exemple, là, quand on a ces périodes d'inflation exceptionnelle, donc ça permet justement de soutenir l'activité. Donc ça, c'est une première chose. Voilà, donc je pense que ça c'est important et par ailleurs il faut vraiment analyser ce choc et c'était un peu le sens de ma dernière réflexion pendant mon exposé, c'est que il faut vraiment analyser si c'est un choc énergétique qui tend à être durable, c'est-à-dire si on va vers un monde où le prix de l'énergie devient très cher, il est évident que la bonne réponse n'est pas un bouclier tarifaire, c'est d'avoir un changement des comportements et le bouclier tarifaire peut permettre de lisser un peu le choc dans le temps, mais ensuite il faut faire en sorte que les comportements changent et il faut retrouver le signal prix, c'est-à-dire qu'il faut faire en sorte que les ménages confrontés à un prix plus élevé puissent graduellement changer leurs habitudes de consommation et sans doute les y aider à travers un certain nombre de mesures. Donc voilà, donc ça impose de vraiment comprendre quelle est la nature de ce choc. Est-ce qu'il est temporaire, très temporaire, auquel cas le bouclier tarifaire lisse les choses? Est-ce qu'il est pérenne, auquel cas c'est des mesures d'accompagnement auxquelles il faut songer? Donc voilà ce que m'inspire cette réflexion. Et de manière générale, ça pose aussi cette question de partage des risques entre les ménages, les entreprises et l'État qui assument la charge. Là, clairement, on a fait le choix d'une prise en charge importante par l'État pour que le choc soit moins fort pour les ménages. Mais bon, sachant que l'État, in fine, c'est quand même les impôts aussi des contribuables, malgré tout. Et juste pour répondre donc, sur ce que vous disiez sur l'impact de l'inflation sur la dette, alors vous avez plein de mécanismes, là aussi, donc, comme je disais, les prestations sociales, par exemple, qui sont indexées sur l'inflation, donc du coup, vous avez un renchérissement du coup pour l'État, mais vous avez aussi fiscalement des rentrées fiscales qui vont augmenter, donc il faut faire l'équilibre entre les deux. Et en fait, vous avez un mécanisme qui fait que d'une certaine façon, l'inflation peut donner l'impression qu'on fait baisser le poids de la dette publique, parce que si vous regardez de l'endettement public, parce que si vous regardez le ratio justement dette publique rapportée au PIB nominal, donc au produit intérieur brut mesuré en valeur, si la valeur augmente fortement, et bien effectivement, vous avez l'impression que le ratio d'endettement public peut potentiellement diminuer. Mais en réalité, la charge nominale de la dette peut augmenter. Et il y a également la question de la hausse des taux d'intérêt qu'a évoqué Guillaume et qui peut aussi jouer sur la question du remboursement des intérêts de la dette qui peut être du coup alourdi par ça. Mais en tout cas, c'est un calcul un peu complexe avec effectivement qui prend en compte cet alourdissement des prestations versées, donc des dépenses pour l'État, mais aussi plus de rentrées fiscales. Donc en fait, le résultat n'est pas évident. Voilà. Oui, tout à fait. Alors, je regarde s'il y a d'autres questions. En attendant, on va prendre les questions. Moi, j'ai 2 questions. La première pour Christelle Collin, pardon. C'est sur la mesure du coup des prix que vous effectuez chaque mois. Une question très pratico-pratique. Vous avez mentionné tout à l'heure le fait d'aller, par exemple, relever le prix des lave-vaisselle ou d'un produit électroménager. Quand on va au supermarché, il n'y a pas qu'un lave-vaisselle, il y en a plusieurs en réalité dans le rayon. Concrètement, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on prend la moyenne? Est-ce qu'on prend le prix le plus élevé? Voilà. Et la seconde question, peut-être pour Céline Collin,
En réalité, les banques centrales ont comme mission du coup la stabilité des prix depuis leur indépendance. Est-ce que, depuis les années 1970, est-ce que des autres outils budgétaires, notamment la hausse de la fiscalité, pourrait être un autre outil pour lutter contre la hausse des prix? Bonjour. Je ne sais pas si c'est vraiment pertinent, mais est-ce que c'est une solution envisageable d'établir un prix universel et fixe sur un produit pour contrer l'inflation? Alors, tout d'abord, merci pour la qualité de vos interventions. Moi, j'avais une question sur les réponses concrètes à apporter à l'inflation. En particulier, est-ce que, par exemple, une taxe sur les super-profits, ça pourrait être envisageable? Et l'indexation sur les salaires, vous avez l'air d'envisager que ce soit uniquement une mauvaise chose. Est-ce qu'on ne pourrait pas envisager aussi que l'inflation soit de nouveau corrélée sur les salaires, comme ça existait jusqu'en 1983, si mes souvenirs sont bons? Voilà, merci. Il y en aura peut-être d'autres. On va peut-être répondre à ce flot-là. On commence par toi, Christelle, peut-être, sur la toute première question qui était assez intéressante. Oui, merci. Donc, c'est vrai que moi, j'ai parlé avec des produits un peu génériques. Voilà. Voilà, ce que nous, on appelle un peu des variétés. La liste des variétés est d'ailleurs disponible en ligne. Bon, il faut bien la trouver dans le site, mais sur le site internet, mais c'est disponible en ligne. Donc, le niveau de détail, lave-vaisselle, etc., par exemple, c'est ce niveau-là. Il y a bien sûr un niveau plus fin. Les produits, en fait, qui sont suivis concrètement, c'est quelque chose de beaucoup plus fin. C'est avec des caractéristiques techniques pour un lave-vaisselle, avec des caractéristiques, par exemple, pour le jus d'orange de composition, de taille, etc. Voilà, donc ce sont des caractéristiques plus fines. Donc pour chaque famille de produits, en fait, on suit plusieurs produits. Donc pas le plus cher, le moins cher, enfin une diversité. Voilà. On retrace aussi la diversité des agglomérations. Donc il y a des relevés qui sont faits dans différentes agglomérations pour avoir à la fois des tailles d'agglomérations différentes et puis répartir un peu sur tout le territoire. On a aussi une diversité de points de vente. Voilà. Par exemple, un lave-vaisselle, on va le relever sur Internet, mais aussi dans un hypermarché, etc. Ou peut-être dans une enseigne qui fait de l'électroménager, etc. Voilà. Donc, c'est toute cette diversité qu'il faut réussir essayer de résumer avec un échantillon très grand, mais quand même limité. Mais en effet, quand je parle de produit, c'est un produit beaucoup plus fin qui est suivi dans le temps. Ce qui fait aussi que c'est plus compliqué de le suivre vraiment tout au long de l'année. Parfois, il faut faire des remplacements de produits, puisqu'on ne remplace pas un lave-vaisselle par n'importe quel lave-vaisselle à côté. On essaye de trouver, par exemple, le plus proche en termes de caractéristiques techniques, pour reprendre cet exemple. Après, on a plusieurs questions qui tournent autour de ce sujet des instruments. Quel est le bon instrument finalement? Donc, il y a la politique monétaire, effectivement, qui joue un rôle important, mais qui a des délais d'action et qui probablement ne peut pas tout non plus à elle seule. Elle a besoin au moins d'être accompagnée de manière cohérente avec les autres, probablement. Même si des grands économistes ont déclaré que l'inflation était toujours un phénomène monétaire in fine, mais voilà. Alors, certains d'entre vous ont évoqué des mesures fortes. Il y a carrément les réglementations de prix. Ça nous ramène un peu au prix du pain de la Révolution française. Il y a donc de nouveau la question sur la fiscalité. Fiscalité directe sur les produits ou fiscalité, ça a été aussi évoqué sur les super-profits. Puis il y a la politique des revenus. Enfin, je ne sais pas si on peut... La question de l'indexation. Donc, vraisemblablement, il faut une certaine cohérence et peut-être un peu de mix entre tout ça, mais comment vous aborderiez les choses? Peut-être Céline et Guillaume, s'il voudra compléter derrière. Oui, alors je ne sais pas si je réponds du coup à la question sur les super profits et sur les... Bon, peut-être en deux mots, c'est vrai que
toute la question, c'est aussi, une fois qu'on a dit par exemple qu'il faut mettre en place aussi des instruments budgétaires, puisque la politique monétaire ne peut pas tout et que l'idéal est d'avoir un policy mix, effectivement, comment on la finance? La question des super profits, elle est loin d'être tabou, hein. Il y a un certain nombre de pays, je pense par exemple à l'Italie, hein, qui ont l'idée de taxer ces super profits. Alors la seule difficulté, c'est quand est-ce qu'on considère qu'on a un super profit, quelles entreprises, enfin voilà, il faut juste résoudre ces questions techniques, mais après de dire qu'on va partager l'effort entre certaines entreprises, enfin voilà, enfin moi ça me semble assez cohérent. Sur la question de l'indexation, peut-être aussi que vous évoquiez, pourquoi on n'indexe pas forcément les salaires sur les prix? Bon, je pense qu'il faut quand même savoir qu'avec le temps, de toute façon, les salaires finissent par être totalement indexés sur les prix. C'est-à-dire que c'est globalement ce qu'on observe en fait quand on fait un peu d'économétrie, c'est que à court terme, on a une indexation, je dirais, qui est à peu près de moitié. On a en fait, en gros, quand l'inflation augmente de 10%, on a à peu près des salaires qui augmentent de 5% de façon un peu immédiate. Et ensuite, à long terme, on a une indexation qui est totale. La question, c'est pourquoi on ne fait pas tout directement. Et comme je disais, le risque, c'est un peu d'enclencher cette boucle prix-salaire et donc de ne pas arriver à se sortir un peu de cette spirale inflationniste. Mais ça veut dire en fait qu'il y a un arbitrage là aussi. Soit le salarié va un peu payer le coût de l'inflation, ce qui est le cas si on n'indexe pas, soit c'est l'entreprise qui va payer le coût de l'inflation si on indexe à 100%, donc les salaires sur les prix. Je pense qu'il faut quand même rappeler aussi que, comme je le disais, les salaires minima sont indexés, donc ça permet quand même de garantir, on va dire, contre la pauvreté les salaires les plus modestes, et qu'après, bon voilà, sur les autres salaires, ce n'est pas le cas, mais que ça permet de peut-être d'avoir ce phénomène d'inflation qui ne devient pas pérenne et d'éviter ce déclenchement de la boucle prix-salaire, tout en garantissant quand même les plus modestes contre l'augmentation trop forte du coût de la vie. Mais après, c'est une vraie question, et des pays comme la Belgique ont une indexation des salaires. Hein, donc, oui. Je vais peut-être laisser la parole à Guillaume. Oui. Alors la question en fait de ce choc extérieur qui s'apparente quelque part à une taxe, à ceci près que la taxe, au lieu d'avoir des recettes qui vont dans les caisses de l'État, part auprès des pays qui sont fournisseurs d'énergie. Ouais. Et donc ça pose très légitimement la question de comment se répartit la taxe, notamment entre les ménages et les entreprises. Et le principal péril pour la stabilité des prix, c'est effectivement l'enclenchement d'une boucle prix-salaire. Mais pour avoir une boucle prix-salaire, il faut qu'on ait à la fois des salaires qui évoluent aussi vite que les prix et des marges qui évoluent elles aussi plus vite que les prix par anticipation des hausses futures, et qu'au final la mécanique s'emballe. Peut-être juste rappeler qu'actuellement en France, on ne voit pas encore vraiment de boucle prix-salaire. On est un peu au milieu du gué, c'est-à-dire qu'on a quand même des salaires qui accélèrent, mais qu'on n'est pas encore vraiment dans cette spirale. Donc voilà, on est un peu. C'est pour ça que c'est difficile de répondre à la question initiale, parce qu'on est un peu dans l'entre-deux quelque part. Oui, tout à fait. D'ailleurs, il y a un chiffrage qui avait été publié par la BCE sur son blog il y a quelques jours, peut-être même la fin de semaine dernière, où ils essayaient de quantifier quelle était la contribution finalement de l'augmentation des marges des entreprises à l'inflation sous-jacente et la contribution de l'évolution des salaires. Et ils arrivaient sur la fin de l'année 2022, le dernier trimestre, à une évolution de type 2 tiers, 1 tiers. Donc 2 tiers de l'inflation fin 2022 serait due à l'augmentation des marges d'entreprise et 1 tiers à l'évolution des salaires. Il précise également que autant une entreprise est libre de fixer son prix et donc peut facilement répercuter une augmentation du coût des matières premières, autant les négociations salariales, elles, sont liées par des accords, par une réglementation et se produisent souvent de manière plus échelonnée, quoi. Mais à long terme, on a un rattrapage des salaires par rapport au choc. Mais je pense que votre question est une vraie question au sens politique et la manière dont au sens noble du terme, hein, et la manière dont on répartit la charge de ce choc entre les différents agents économiques. Très bien. Je crois qu'on va s'acheminer vers la conclusion de cette session. Je pense qu'effectivement, on espère qu'on va avoir un peu ce scénario boucle d'or. Voilà, c'est vrai qu'on est un petit peu dans un entre-deux. Il y a peut-être une bonne nouvelle quand même avec, depuis quelques mois, la détente sur un certain nombre de cours mondiaux, en particulier le cours du gaz. Donc il y a presque un contre-choc qui se dessine, mais qui n'est peut-être pas inscrit pour toujours. Hein. L'OPEP a réagi il y a quelques jours en baissant son quota de production. Bon, il faudra voir comment tout ça évolue. Et puis il y a des sujets depuis long terme dont on n'a pas parlé parce qu'on ne pouvait pas en parler, comme la décarbonation, la question des matériaux critiques qui peuvent aussi contribuer dans le futur ou d'autres sujets à alimenter l'inflation. En tout cas, moi, ce que je vous encourage aussi à faire au-delà de cette session,
c'est à approfondir, par exemple en allant voir les sites des institutions des personnes qui sont ici. Il y en a d'autres, mais l'OFCE, la Banque de France, tu as fait référence à des blogs. Céline est une blogueuse fréquente. Christelle vous a invité, je crois qu'elle a eu raison, à regarder un certain nombre des choses que l'INSEE produit, notamment la calculette, la calculette personnalisée d'inflation, tous les détails sur la méthode de calcul de l'inflation. Mais vous trouverez aussi sur le site de l'INSEE des analyses économiques, parce que nous en faisons aussi, et ça se passe plutôt chez moi en l'occurrence. Donc par exemple, la dernière note de conjoncture de mi-mars qui fournit un certain nombre d'éclairages, je crois, intéressants sur ces questions d'inflation. Donc allez voir ça, vous, vos enseignants, et parlez-en, et revenez vers nous le cas échéant. Je vous remercie tous de votre participation active et bien sûr un grand merci à mes 3 intervenants pour cette belle session.